La Côte d'Ivoire bat au rythme préélectoral avec le scrutin présidentiel prévu le 25 octobre prochain. Il y a certes la politique, mais pas que. Des personnes ne pourront hélas exercer leur droit de vote car victimes de violences extrêmes. Ce soir, nous abordons un sujet grave, douloureux, mais nécessaire, voire vital à évoquer. Derrière ces mots, il y a des vies brisées, des familles dévastées et une société entière questionnée, horrifiée ou apathique. Le féminicide en Côte d'Ivoire, quelle réalité est le thème de notre débat sans complaisance. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pourquoi cette violence? Quel est le recours pour ces femmes? Que dit la loi? Que fait le gouvernement? Sur ce plateau, 4 experts dans leur domaine et je vous les présente. Kofi Socrate, bonsoir. Bonsoir, Hélène. Alors, vous êtes sous-directeur de la coordination du programme national de lutte contre les VBG. Vous représentez sur ce plateau le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Oui, coordination du système de réponse. De système de réponse. Merci à vous d'être là et merci évidemment au ministère d'avoir autorisé votre participation à ce débat important. Bonsoir, Mada Sangaré. Bonsoir. Alors, vous êtes coach de vie certifié. C'est cela même. Et vous insistez sur la certification. Bien sûr. Vous allez nous expliquer tout à l'heure de quoi il s'agit. D'accord. Bonsoir Sylvia Pata. Bonsoir Eliane. Alors, vous êtes juriste, cofondatrice de l'ONG Citoyens pour la promotion et défense des droits des enfants, femmes et minorités. Exactement. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Un plateau d'une telle envergure, sensibilité ne pourrait se dérouler sans un sociologue. Et nous accueillons avec beaucoup de plaisir Justin Koulibaly. Bonsoir. Bonsoir Eliane. Alors, je rappelle également que vous êtes spécialiste du genre. Oui, absolument. Et il faudrait peut-être préciser que je suis féministe. Je suis pour le respect de la dignité de la femme. Je suis engagé dans la transformation des normes sociales, des rapports du pouvoir hommes et femmes. Et je suis pleinement engagé pour l'autonomisation des femmes et des filles. Bienvenue sur ce plateau. Chers téléspectateurs, vous pourrez participer à ce débat à travers vos contributions ou des questions qui seront posées lorsque vous verrez donc apparaître au bas de l'écran le code QR. Premier axe de ce débat, féminicide en Côte d'Ivoire, état des lieux, autour d'un cas récent de féminicide. Et nous retrouvons Ido Georgette Fofana. Elle était l'espoir de toute une famille. Grace Tralou, 37 ans, mère de 2 enfants, a été tragiquement arrachée à la vie. Elle a succombé à plusieurs coups de couteau infligés par son compagnon, le père de ses enfants. On était là, on a vu nos petits qui étaient chez eux là-bas venir. Que tonton, venez à la maison. Mon père nous a donné 5 000 pour aller payer le poulet. Bon, on voulait partir, la pub nous a serré, il venait à la servante. Et puis on a trouvé qu'il a piqué ma maman. Il a piqué ma maman, lui-même il s'est piqué aussi. Que venez, donc nous aussi on a couru, on a appelé nos frères, ils ont commencé à courir pour partir. C'est dans ça qu'on arrive là-bas. Il a ouvert crochet, il s'est déshabillé nu, il a couru pour partir. Sur la route, il dit il a accompli sa mission. Il a attristé toute une famille, on a abattu. Où on ne dort pas la nuit, au milieu de la nuit même, notre sommeil se coupe. Le drame s'est produit dans la soirée du lundi 8 septembre 2025 dans la commune de Port-Boué, aux environs de 19h. Les faits se sont déroulés sous les yeux de leurs 2 enfants, âgés de 6 et 11 ans. L'aîné, encore sous le choc, a le sommeil troublé. Il est traumatisé. On a entendu des cris, c'est ça, nous sommes partis. Et on a vu. On lui a dit qu'il a qu'à arrêter, il a qu'à sortir. Il lui a demandé pardon, il a qu'à la laisser. Et puis il dit, il n'y a pas pardon dedans. Mon action est toujours dans ma tête, je pense à ça à chaque fois. Je pense aux images et ça me fatigue. Je dors, mais à un moment, je ne dors plus, jusqu'au matin. Grace était en 2e année de formation à l'INFAS. Fille aînée d'une fratrie de 3 enfants, elle était la seule à avoir un emploi. Sa disparition est un coup dur pour ses proches, sa famille, mais aussi pour tout le quartier qui peine à croire à cette tragédie.
Et toi? Mon espoir. Je vends Bofloto au marché du désert d'Abobo. Je dis peut-être d'ici l'année prochaine, si elle fait son stage, si l'on a fait, elle a travaillé, je vais manger. J'ai souffert sur ma fille. Selon la famille, Fabrice, son compagnon, a des antécédents de violence. Il la battait régulièrement. Grâce, espérant toujours un changement, avait choisi de rester pour le bien des enfants. C'était un pervers narcissique qui, à chaque fois, elle rentre du travail, tu étais avec qui? Il la bat à chaque fois. Notre soeur était chrétienne. Elle partait à l'église, espérant que son mari va changer. Elle priait pour lui. Pas question d'infidélité, jamais eu question d'infidélité. Il n'a pas financé son concours. Son concours, c'est un concours privé. C'est sa famille qui a financé son concours. Nous voulons que justice soit faite. Aujourd'hui, Fabrice, pompier civil à l'ASECNA, Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, est hospitalisé dans une clinique sous surveillance pour des soins. Il devra répondre de ses actes devant la justice. Pendant ce temps, les enfants, leur grand-mère et les proches de Grâce sont anéantis. La douleur est immense. Le silence en dit long sur le vide qu'elle laisse derrière elle. Merci Ido, Georgette Fofana. Et pour Grâce, Tralou et toutes les autres, nous observons une minute de silence. Je vous remercie. Alors, c'est vrai qu'il est difficile de reprendre la parole après des images aussi déchirantes, mais nous allons aller jusqu'au bout de cette émission, qui est un plaidoyer, avec des vérités, des questions également, et nous espérons pouvoir trouver des réponses avec vous quatre, et aussi chez vous. Encore une fois, je vous rappelle que vous pouvez contribuer à ce débat. Le QR code va apparaître. Alors, ma première question, je vais m'adresser au sociologue, et après, je vais faire le tour de table. Gisèle Koulibaly, comment on réagit quand on regarde ces images, et surtout derrière, qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un qui porte ces coups? Oui, je pense qu'on va laisser nos émotions de côté et puis analyser à froid le phénomène qui se présente à nous, surtout paix à son âme hein, pour la victime. Je voudrais dire aux téléspectateurs que le fait que nous venons de regarder, le reportage, montre bien que ce n'est pas seulement un fait lié à la sphère intime. C'est un fait social, c'est un fait politique. Vous savez que Mme Tralou a droit à la vie. Elle a droit à la sécurité, elle a droit à la protection sociale, au même titre que toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est une problématique de droits humains, c'est une violation flagrante des droits humains et je dénonce avec vigueur. C'est vraiment un cas de féminicide. C'est un cas de féminicide, c'est un meurtre. Alors, Monsieur Kofi Socrate, vous représentez donc le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Ces cas, vous les avez rencontrés souvent et quelle est la réaction lorsque vous êtes face à ces situations? Comment vous réagissez au niveau du ministère? D'accord, déjà merci beaucoup de nous donner l'occasion, une fois de plus, de réitérer toute notre compassion à la famille de la disparue et aussi à toute la Côte d'Ivoire. Alors les cas de féminicide, depuis quelque temps, avec les sensibilisations, commencent à ressortir, les gens dénoncent. Et chaque fois, nous essayons de réduire. Aujourd'hui, le taux est en baisse. Il est à combien? Il est en baisse. En termes de taux, je ne pourrais pas parler de pourcentage, mais c'est des dénombrements. Oui. Des dénombrements. Quand je vais vous donner des chiffres, par exemple, en 2022, on avait recensé 12 cas de féminicide. En Côte d'Ivoire ou à Abidjan? En Côte d'Ivoire. 12 cas. 12 cas de féminicide. En 2018, 23 cas de féminicide. En 2024, dernièrement, là, on a recensé 24 cas de féminicide. Voilà. Face à tous ces cas, c'est le même constat, c'est la tristesse, c'est la désolation. Et ça nous encourage encore à redoubler de vigilance. Parce que l'État
a mis des moyens, a mis des mécanismes en place pour empêcher que cela arrive. Quand ça arrive, il va falloir qu'on s'interroge encore. Est-ce que les mécanismes sont suffisants? Nous en parlerons tout à l'heure. Je voudrais demander à Sylvia Apata, alors vous êtes juriste, c'est vrai, mais vous êtes également cofondatrice d'une ONG. Comment vous gérez ou accompagnez ces personnes qui sont victimes soit de violences ou soit, évidemment, malheureusement, lorsqu'elles perdent la vie? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, en tant que représentante de la société civile, oui. Déjà, aujourd'hui, ce que nous voulons donner comme message, c'est un SOS. Parce que nous sommes épuisés, nous sommes fatigués. Rendez-vous compte que, en tant qu'organisation, c'est bénévolement et de manière volontaire que nous nous engageons. Nous mettons à contribution les faibles moyens que nous avons. Nous accompagnons, que ce soit l'accompagnement juridique et judiciaire, que ce soit la sensibilisation, la formation et les prises en charge avec les centres. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations qui ont des centres d'hébergement. On pense à Femmes en Action qui a un centre d'hébergement à Beauville. On pense à Akwaba Mousso. On a plein d'organisations qui ont des centres d'hébergement. Au-delà même de ces assistances-là, nous interpellons toujours l'opinion publique. Et au sujet justement de ces interpellations-là, il faut dire que CPDFM, dont je suis la cofondatrice, a été la première organisation en Côte d'Ivoire à dénoncer les cas de féminicide. En 2021, nous avons réalisé une étude qui a permis de dénombrer 416 cas de femmes mortes sous les coups de leur mari des années 2019 à 2020. C'est-à-dire sur 2 ans. Exactement. Mais, les chiffres qui ont été donnés officiellement par le ministère sont totalement différents. Oui. Et alors vous vous basez sur quoi pour faire justement, ça a été une enquête. Bien sûr, parce que c'est de la violence, bien sûr. Des meurtres et des assassinats. Bien sûr, ça a été une enquête avec un échantillon de plus de 5000 personnes. 556 plus précisément. Oui, mais vous travaillez ensemble alors? Non. D'accord. 556 personnes. Et cette étude-là a été faite à partir de questionnaires qui ont été introduits auprès des populations. Et l'objectif, justement, était de pouvoir recenser les différents cas de violence qui sont observés dans les ménages. Et c'est comme ça que les cas de dénonciation de féminicide sur toute l'étendue du territoire national avaient été dénoncés par les personnes interrogées. Et compte tenu du professionnalisme qui est le nôtre, chaque jour, des jours de collecte, nous avons toute une équipe où nous faisions des mises en commun pour éviter justement qu'il y ait des cas de doublons et tout. Et donc, et le résultat? Le résultat a été que 416 femmes sont mortes sous les coups. Ce sont vos chiffres? Ce sont nos chiffres. Et ce sont les chiffres qui retracent la réalité parce que depuis la publication de ces chiffres, il ne se passe pas malheureusement une semaine en Côte d'Ivoire où un cas de féminicide n'est pas dénoncé quelque part. Alors, je voudrais entendre Mada Sangaré, parce que vous êtes coach de vie, je le rappelle, et nous reviendrons à cette question des données, parce qu'il est important d'avoir des données. Il faut que les données soient fiables pour qu'on puisse avoir une stratégie adaptée à cette situation. Alors, Mada Sangaré, vous êtes coach de vie certifié. Moi, j'ai une question précise à vous poser. Oui. Dans le reportage qui nous a bouleversés, qui a été réalisé par Idéo Georgette Fofana, on a entendu une dame dire que, malheureusement, Grace Tralou était battue régulièrement. Ma question, vous êtes coach de vie certifié. Comment on peut être dans cette situation et apparemment, regarde, malheureusement, elle a perdu la vie. Est-ce que personne ne peut dénoncer ces violences qui sont à côté, les voisins, la famille? Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait cette loi de l'omerta? Effectivement, lorsqu'un conflit conjugal est mal géré, très souvent par derrière, c'est toute cette répression de l'environnement, de la famille par derrière. Et très souvent, les femmes ont cette inconscience encore de comprendre qu'elles ont la possibilité de dire « non, je ne suis plus d'accord ». Et ce « non, je ne suis plus d'accord » est condamné fermement par derrière. Quand vous par derrière, de qui s'agit-il? La famille d'abord, direct. Il y a des familles où on te dira que la séparation d'une femme de son mari, lorsque ça vient de la femme, ben voilà, tout de suite, c'est un sacrilège, c'est pas possible. Ou ta mère te dira non, tu ne peux pas divorcer. Les coups, moi j'étais avec ton père, les coups tu les as vus, ça ne m'a pas tué. Et voici des choses qu'on répète, par exemple à la jeune dame. Ou carrément le mari lui dit, si tu pars, je t'arrache tous tes enfants.
Donc, c'est des menaces. Les menaces, ça suit par là. Et dans son environnement, où on lui dit, par exemple, lorsqu'une femme est divorcée, elle n'est plus rien. Et cette femme qui se dit, ou bien certaines femmes se disent, carrément, j'ai tellement souffert avec mon mari, aujourd'hui, ça va chez lui, je ne me vois pas en train de partir. En fait, tout ça mis ensemble, elle pense que elle dépend en fait de ce qu'elle subit. C'est-à-dire ce qu'elle subit est mieux qu'elle décide d'aller en arrière, parce que si elle part en arrière, par exemple, une femme qui est dans un grand château, lorsqu'elle sait qu'elle va quitter une grosse maison pour aller se retrouver dans un entrée couché, parce qu'elle doit sortir de là, parce que sa sécurité en dépend, elle pense que non, c'est une défaite en fait. En fait, il y a le fait d'abord qu'il n'y a pas de prise de conscience réelle au niveau des femmes, et puis il y a toute cette répression par derrière, les menaces, et puis tout ce qui en suit. Donc c'est un ensemble. Avant de vous passer la parole, je sais que vous vouliez réagir, nous avons des réactions sur la plateforme. Alors, Kémo de Côte d'Ivoire qui pose cette question, peut-être que je pense que vous y avez répondu, mais je vais quand même la poser. Le silence et la peur de dénoncer joue-t-il un rôle important dans la persistance du phénomène? Gissin Koulibaly. Oui, merci. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que le féminicide, c'est un fait social et structurel. Et ce phénomène-là, il traduit la persistance des inégalités entre les hommes et les femmes, les filles et les garçons. Il traduit l'expression des rapports de pouvoir exacerbés entre les hommes et les femmes dans une société patriarcale. Mieux, il traduit également une culture de tolérance vis-à-vis des conflits conjugaux dont elle parlait tantôt. Si vous observez le phénomène sous l'angle psychologique, en fait, le féminicide, c'est la résultante de plusieurs faits de VBG ou cas de VBG. On peut passer de la violence verbale à la violence physique en passant par les violences psychologiques et émotionnelles, oui, les violences économiques, et la résultante peut être le féminicide. Donc on a un comportement pathologique, on a des troubles, mais aussi beaucoup de frustrations qui sont à l'origine de ces cas. Mais justement, l'une des caractéristiques de la société patriarcale, mais c'est le silence social. C'est la loi de l'omerta. Personne ne veut dénoncer. Parce que justement, dans cette approche, la femme appartient à l'homme. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Dans la société patriarcale, la femme appartient à l'homme. Et quand vous poussez, l'homme qui va doter, il pense qu'il a le droit d'ôter la vie de celle qu'il a dotée. Et donc, pour moi, c'est une crise de ce modèle de socialisation patriarcale qui montre qu'il y a aujourd'hui un décalage entre cette idéologie et la dynamique sociétale qu'on observe. Et ce féminicide-là est un indicateur qui passe au rouge parce qu'on a des difficultés avec cette approche qui malheureusement relègue les femmes au second plan. Alors, Monsieur Kofi Socrate, je voudrais vous poser une question qui vient d'un internaute qui dit ceci. Quel rôle les familles, les voisins et les proches peuvent-ils jouer pour protéger une femme en danger sans attendre que le drame se produise? C'est Chama de Côte d'Ivoire, ministère de la famille et de l'enfant. Quels sont les mécanismes, vous en avez parlé, qui sont mis en place pour protéger les femmes, par exemple, qui viennent vers vous, qui sont victimes de violences extrêmes? Qu'est-ce que vous leur proposez? D'accord, merci déjà Eliane. Permettez que je revienne sur les chiffres. Oui, allez-y. Tout à fait, on a parlé de données, effectivement. Voilà. Alors, je voudrais remercier le CPDFM pour ses efforts. Voilà, sûrement que on n'est pas tombé d'accord sur certains points, mais déjà remercier le CPDFM qui nous a permis de comprendre que voilà quelque chose de grave qui se passait. Je voudrais rappeler que le féminicide, ce n'est pas un fait nouveau. Est-ce que c'est parce que ce n'est pas un fait nouveau qui perdure? Non, justement, c'est à ça que j'en viens. Ce n'est pas un fait nouveau. Et depuis longtemps, depuis même l'Antiquité, depuis l'époque romaine, et même quand il y a l'adultère entre l'homme et la femme, qui est lapidé? C'est la femme qui est lapidée. Oui, d'accord, mais où vous voulez en venir quand vous dites ça? Je viens. Donc, comme Justin l'avait dit, c'est les normes inégalitaires, les normes sociales inégalitaires qui sont la cause. Le féminicide, c'est une conséquence de ces violences basées sur le genre. Vous comprenez? Alors, donc, quand le CPDFM a fait son enquête, ils nous ont donné 416 cas de féminicide dans la seule ville d'Abidjan. C'est énorme. C'est énorme. Et nous, en tant que ministère,
ce que nous avons fait, c'est de recouper déjà la première chose, toutes les informations. Nous sommes allés vers le ministère de la Justice pour prendre les chiffres du ministère de la Justice sur les cas qui sont avérés et qui sont traités au niveau de la justice. On sait aussi qu'il y a des cas qui rentrent dans les commissariats, dans les brigades de gendarmerie, mais qui, après, n'aboutissent pas à un procès parce que les gens ne sont plus là et tout ça. Non, parce que parfois, n'y a-t-il pas parfois plutôt des arrangements à l'amiable? Sûrement. Et j'en viens beaucoup. Et j'en viens. Et donc, quand nous avons recoupé toutes ces données-là, on était loin du compte de 416 féminicides dans la seule ville d'Abidjan. Surtout que l'échantillon a porté sur 5556 personnes interrogées sur leur perception. OK? Donc, dès lors... Ma question, elle est claire. C'est vrai que là, je souhaiterais qu'on ne fasse pas de bataille de chiffres. Je voudrais répondre vous avez expliqué que vous n'êtes pas d'accord sur les chiffres, mais voilà. Je voudrais... Ma question, elle est vraiment précise. Parce que une personne qui perd la vie, c'est une personne de trop. Ma question, Monsieur Kofi Socrate, au regard de tout ce qui se passe, comment, justement, quels sont les mécanismes? Parce qu'il y a des mécanismes qui ont été mis en place par votre ministère. Déjà. Qu'est-ce que vous faites? Et comment, justement, les voisins peut-être peuvent alerter parce qu'ils entendent? Est-ce qu'il y a un numéro vert? Qu'est-ce que vous faites? Bien sûr. Les gens veulent savoir, ils vous regardent. Je voudrais répéter ce numéro vert-là qui est le 1308. Le 1308. 1308. C'est un numéro vert qui a été mis en place pour répondre aux urgences. Vous savez, la 1308 a été mise en place déjà dans la période de la Covid en 2019 et 2020, où il y avait beaucoup de violences domestiques pendant les heures de confinement. Oui. C'est là que nous avons mis la 1308. Mais derrière la 1308, c'est des professionnels. C'est des assistants sociaux, c'est des psychologues. C'est des éducateurs préscolaires, des éducateurs spécialisés. En tout cas, des personnes qui ont une expérience avérée dans la gestion des cas de violence basés sur le genre. Mais comment dès que la personne contacte la 1308, la première chose, soit ça peut être un témoin, soit ça peut être une personne victime. Et qu'est-ce que vous faites? Et quand c'est une personne victime, la première chose d'abord, c'est d'éloigner le danger imminent. Danger imminent, ça peut être un risque de suicide, ça peut être un risque d'homicide. Donc déjà, il faut pouvoir tranquilliser la personne, rassurer la personne. Et quand c'est fait, la personne est conduite maintenant vers le centre de prise en charge le plus proche de son domicile. Est référée vers ce centre-là. Est-ce que vous avez un lien avec, vous saisissez peut-être des forces de l'ordre, de la police, je ne sais pas. Bien sûr, comment ça se passe? Bien sûr. Pour saisir les forces de l'ordre, il faudrait que la personne suive. Parce que chez nous, en violence basée sur le genre, toutes les violences sont dangereuses et peuvent aboutir sur la mort. Comprenez? Donc, dès qu'on est saisi et que la personne manifeste le désir de dénoncer aux forces de l'ordre, nous accompagnons la personne dans toute la procédure, du début jusqu'à la fin. Très bien. Vous comprenez? Et même, on a encore allé plus loin dans les avancées de ces choses-là. Vous savez, avant 2019, avant 2021, parce que c'est en 2021 que nous avons pris la loi sur les violences domestiques. Vous voyez? Avant 2019, souvent, les gens conditionnaient la réception même des plaintes à la production d'un certificat médical. Le certificat médical, il coûte 50 000 francs. Souvent, les victimes n'ont même pas de moyens pour s'en procurer. Donc, on basculait dans une sorte d'impunité. Aujourd'hui, l'État a pris les taureaux par les cornes. Aujourd'hui, aucune plainte en matière de violence domestique, de viol et de violence autre que domestique n'est conditionnée et n'est reçue à partir d'un certificat médical. Donc, ça, c'est une avancée. D'accord, très bien. On va revenir à vous de toutes les manières parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire. Alors, je voudrais quand même poser une question peut-être à Sylvie Apata ou à tous les quatre. Quelle est la différence que nous faisons entre féminicide et meurtre conjugal classique? Est-ce qu'il y a une différence? Très bien. Bien sûr. Bien sûr, il y a une différence. Oui. Parce que, je vais faire le tour, je vais finir par M. Socrate. D'accord. Il y a une différence parce que le féminicide, c'est vraiment un crime particulier. Le fait est que c'est la forme la plus extrême des violences sexistes, du fait d'être de la condition de femme. Et au-delà de ce crime-là, il y a l'idée de domination, il y a l'idée de pouvoir de l'un des sexes sur l'autre. Et tout part justement de l'enseignement et de l'éducation depuis la cellule familiale,
ou quel est le langage que nous avons donné, au point où aujourd'hui il est difficile pour des femmes de ne pas se concevoir en tant que personne à part entière, où on a enseigné le mariage comme le seul moyen de réussite sociale de la femme, au point où, quand elle est en face d'une personne qui est violente, c'est difficile pour elle de se départir. La pression sociale et familiale fait que, malheureusement, ces femmes-là sont parfois obligées de se contraindre dans ces situations. Mada Sangari, votre regard justement entre le féminicide et le meurtre conjugal classique? Moi, en fait, c'est qu'au bout, oui, il y a crime. Donc, moi, je ne fais pas, en fait, assez de différence. Pour moi, le problème, c'est qu'à la fin, il y a crime. Aujourd'hui, par exemple, moi, particulièrement, je ne suis pas dans le combat de la répression. Moi, je suis plutôt dans le préventif. Au jour d'aujourd'hui, comment faire pour ne pas que ça arrive? Comment faire de telle sorte que les femmes prennent conscience? Comment faire pour qu'une femme puisse s'élever sur trois pour dire « Stop, je n'accepte pas et j'assume pas derrière ». Moi, mon problème est à ce niveau, en fait. Et ce problème commence déjà de la famille jusqu'à même dans sa vie conjugale. Voilà. Alors, Ghislain, et après, on va lancer, on a un autre élément, mais... Alors, la question que vous posez, elle est très intéressante parce qu'elle questionne les perceptions sociales même du féminicide en Côte d'Ivoire. Je peux vous dire que le féminicide, il n'y a pas d'appropriation au niveau communautaire. Les gens ne connaissent pas la notion de féminicide. Je constate une certaine ambivalence de ce phénomène féminicide. Comment? D'un côté, on a une sorte de banalisation de la violence, une sorte de tolérance de la violence. Dans la société? Oui, dans la société, en dépit des efforts qui sont consentis. Et c'est des cas que nous observons. De l'autre côté, vous avez une société éduquée, donc avec un niveau d'instruction dans le milieu urbain, les militants, les activistes qui se battent pour que le féminicide soit un objet, un enjeu politique, mais un enjeu, je veux dire, de protection sociale. Parce que là, on se bat pour que le féminicide soit intégré comme une infraction spécifique dans le corpus juridique. Alors, on va y arriver. Et le problème, justement, sur les statistiques, oui, on ne peut pas avoir de traçabilité si le féminicide même n'est pas complètement intégré dans le corpus juridique et on ne peut pas l'adresser efficacement. L'un des talons d'Achille actuellement, c'est qu'on n'a pas une base de données véritable sur les questions de féminicide et c'est à déplorer. Nous allons tout de suite retrouver Seydou Ouattara dans ce reportage. Parce que vous avez parlé justement du féminicide et que dit, la question elle est celle-là, que dit le code pénal ivoirien? Est-ce qu'il reconnaît effectivement le féminicide comme une infraction? Nous retrouvons Seydou Ouattara et nous revenons sur ce plateau. Bien avant la consécration de ce thème des féminicides, la loi avait prévu des dispositions qui répriment un certain nombre de faits, notamment les meurtres, les assassinats, les parricides et les infanticides. Mais il y a quand même, au niveau du législateur pénal ivoirien, il faut dire qu'il y a quand même une évolution pour se rendre compte que ce thème a été plus ou moins pris en compte par le législateur. Parce qu'en réalité, quand il s'agit de meurtres simples, la loi dit que l'auteur du meurtre est puni d'un emprisonnement allant de 10 à 20 ans. Mais lorsque le meurtre a un mobile lié au sexe, ça peut constituer des circonstances aggravantes, de sorte que l'auteur des faits de meurtre peut se retrouver en train de coper une peine d'emprisonnement à vie. Selon l'article 380, en son numéro 6, dit comme ça que lorsque l'auteur des faits de meurtre est le conjoint ou le concubin et que le mobile est lié à la relation qui a existé entre eux, la peine d'emprisonnement, c'est l'emprisonnement à vie. Certainement, comme en matière pénale, il n'y a pas d'analogie, dès que la réflexion pourra aller dans le sens de prendre des dispositions spécifiques qui visent le thème des féminicides. Sinon, en réalité, on pourrait dire que le législateur ivoirien a quand même eu le nœud creux pour faire du mobile lié au sexe une circonstance aggravante en condamnant l'auteur des faits à l'emprisonnement à vie.
Emprisonnement donc à vie, situation particulière, circonstances aggravantes. Donc quelque part, même si le mot féminicide n'apparaît pas, c'est un homicide, mais le législateur ivoirien a pris en compte cet élément. Alors réaction de tous les quatre, Mada, après Sylvia Pata et M. Kofi, sur ce qui vient d'être dit. Un plaidoyer autour de la prise en compte de cet élément de façon particulière, féminicide. Est-ce que ça va régler la situation ? Ben, effectivement, si automatiquement les gens se rendent compte que ce genre de cas, c'est condamné, voilà, automatiquement, c'est bon. Et maintenant, le problème, comment ce problème peut arriver au niveau de la juridiction? Et imagine-toi, par exemple, Eliane, qu'il y a des familles où ça arrive et on te dit non, on peut régler à l'amiable. Et on arrive dans des commissariats où le chef du village, bien le guide religieux arrive pour dire non, c'est son destin, ça devait arriver, c'est Dieu qui a prévu que ce soit comme ça, on va retourner à la maison et on va résoudre cela. Et il y en a plein qui ont commis ce acte-là, qui sont dehors, qui sont reconnus. Il y en a, par exemple, les familles ne portent pas plainte, mais des personnes anonymes appellent. Voilà. Est-ce que, effectivement, ça aussi, c'est pris en compte? Est-ce que même si, dès le moment c'est reconnu, le dégât est reconnu, et qu'on ne porte pas plainte, est-ce que tout de suite, la juridiction prend le relais? Moi, en fait, je veux comprendre, comme je ne suis pas dans ce domaine-là. Sylvia Pata. Alors, quand un cas de féminicide est porté à la connaissance des juridictions, naturellement que ce cas-là suit le coup du jugement et tombe sous le coup de la loi pénale. Mais la difficulté, comme elle a dit, c'est vraiment au niveau de la dénonciation, parce qu'il y a beaucoup de cas qui sont réglés à l'amiable, qui sont étouffés depuis la cellule familiale, l'entourage, même parfois même dans les religieux, où on prend beaucoup le pardon. Et donc, face à cette dualité-là, ça devient parfois difficile et très souvent, les familles même qui ont la volonté de porter cèdent. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire, justement. Il ne faut pas céder, parce qu'il faut qu'on en arrive à des dénonciations, à des réprimandes exemplaires pour que ça soit de nature à dissuader. Et toujours dans cette même sphère-là, tout à l'heure, j'ai bien aimé l'intervention de M. Socrate concernant comment on dit, c'est la nécessité des chiffres et de la coordination des actions. Et comme il a si bien dit, et il le reconnaît, les cas de VBG, les cas de féminicide qui sont dénoncés sont moindres, constituent qu'un petit échantillon de tout ce qui est constaté sur le terrain. Alors, quand des organisations font des études sérieuses, partent sur le terrain avec les moyens qu'elles ont, aller documenter tous les cas qui sont non déclarés et déclarés pour qu'on en arrive à donner des échantillons. Bon, éthiquement parlant, il est vraiment, voilà, je ne vois pas quel est l'objectif qu'on a, plutôt que de se pencher sur la problématique et d'unir nos efforts. On va revenir sur la discussion des données. Je pense que vous êtes compris tous les deux. C'est ensemble, de toutes les manières, c'est un sujet qui concerne la société civile, qui concerne vraiment le ministère qui prend cela à bras le corps. Et c'est ensemble que justement il faut renforcer vos techniques, vos mécanismes pour que vraiment cela puisse s'arrêter. Avant de passer au second sujet, à l'axe 2, je voudrais quand même entendre oui, bien sûr, bien sûr, M. Kofi. Je voudrais vous écouter. Alors, parce que Mada était resté sur une question, je voudrais vous rassurer. Au jour d'aujourd'hui, dans toutes nos sensibilisations, les leaders communautaires, les leaders religieux sont associés. Et on veut en faire des champions de la lutte contre les violences basées sur le genre. Avant, acteurs de règlement à l'amiable, aujourd'hui, c'est des sensibilisateurs, des agents sensibilisateurs qui disent et qui s'engagent régulièrement à travers nos formations, à travers des cérémonies d'engagement public, pour dire aux personnes qu'ils encadrent, qu'ils accompagnent, que désormais, tout ce qui est du ressort du crime sera dénoncé. Et eux-mêmes, dans la formation, on leur dit, lorsque tu caches un crime qui est découvert, tu peux être poursuivi. Aujourd'hui, les chefs de Côte d'Ivoire sont aussi engagés aux côtés de l'État pour qu'on puisse ensemble éradiquer ce mal pernicieux. Je voudrais vous donner quelques chiffres. On a aujourd'hui plus de 4819 chefs
de communautés et leaders religieux qui ont été formés, qui se sont engagés avec leur signature contre les violences basées sur le genre. Oui, ils vont sur le terrain. Généralement parce que dans certaines communautés, ma voix peut ne pas vraiment porter. Si j'arrive dans une communauté où le chef est respecté à cause de ses valeurs et que lui il dit ça on ne veut plus, je vous assure qu'ils ne le feront plus. D'accord. Alors, je voudrais... C'est vrai que, Ghislain, mais c'est une seconde. Allez-y, rapidement, parce qu'on a un autre axe, rapidement. Moi, j'ai regardé l'élément. Oui. Les communautés connaissent le drame conjugal. Tout ce qui est crime passionnel, obsessionnel. Souvent, même dans les médias, certains médias, c'est traité sous forme de faits divers. Oui. Aujourd'hui, le plaidoyer que nous faisons, c'est que cette infraction-là soit spécifique, mais reconnue comme telle, sous l'angle du sexisme. Parce que c'est le meurtre d'une femme, simplement parce qu'elle est une femme. C'est ce que je voulais ajouter. Dans les alinéas de cet article qui en parle, l'article 380, on vous dit bien que quand le mobile il est lié au sexe, vous comprenez, ça devient une situation aggravante. On veut simplement que le féminicide, et c'est un plaidoyer c'est un plaidoyer que nous faisons. Nous souhaitons que la Côte d'Ivoire intègre la notion de féminicide dans son corpus juridique. Et que ça soit très clair. Merci Ghislain. Je pense que nous sommes là pour... recommandations. Nous sommes là pour un plaidoyer et également pour partager certaines informations. Et c'est ensemble, effectivement, que nous pourrons porter cette voix. C'est pour ça que nous parlons de ce sujet sur la RTI. Axe 2, causes et conséquences du féminicide. C'est un micro-trottoir qui est réalisé par Seydou Ouattara. Il pose cette question. Quelles sont les causes du féminicide? Je pense que c'est dû à la jalousie et puis le manque de confiance dans le couple. Et puis il y a le degré d'amour. Si monsieur est très amoureux, s'il n'y a pas eu de confiance, il peut avoir ce cas-là. Avant, c'est les familles qui se mariaient. Mais maintenant, c'est des individus. Qui ont quitté, chose quand on appelle ça à Daroua, l'autre a quitté l'autre côté. On a mangé, mais on fait comment? On se marie dans 2 mois. Ce n'est pas des inconnus qui sont croisés. Moi, je pense que c'est ça qui est la cause. Les causes pour moi, c'est cause de jalousie. Certaines personnes ont cette pensée que s'ils sont trompés, ils vont directement au meurtre. Souvent, c'est l'infidélité. Et puis, bon, le manque de confiance. Déjà, au niveau de l'homme, il y a cet ego-là qui grandit lorsque il voit peut-être sa femme en train d'évoluer. Cela peut toucher à son ego et puis le pousser à agir ainsi. Il y a aussi la jalousie. La jalousie, lorsque tu vois que la femme avec qui tu étais tout le temps va maintenant être entourée de collègues. Et quand face à cela, tu vois un peu une sorte d'infériorité. Ce qui engendre ça plus, c'est lorsqu'il y a des choses dans le cœur, tu vis des choses avec quelqu'un, mais tu n'arrives pas à parler. C'est là qui peut envoyer excès de violence. Souvent, mais ça peut te pousser soit à ôter la vie à cette personne, soit à battre cette personne. C'est pas que tu n'aimes pas cette personne, mais quand tu ressasses un peu ce que cette personne t'a fait, vraiment, il y a la rage, il y a la colère en toi. Ça te pousse vraiment hors de toi, tu deviens violent. Merci Seydou Ouattara. Colère, jalousie, complexe, ego, absence ou manque de confiance. Alors, Madame Sangaré. Effectivement, les mots sont ressortis automatiquement. Le féminicide, ça ne se fait pas un coup. C'est quelque chose qui se construit. Et en général, la possessivité des hommes sur les femmes, comme le frère Ghislain l'a dit tout à l'heure, très souvent les amène à croire que la femme devient leur chose. Est-ce que c'est eux seulement qui croient en cela? La femme devient leur chose, oui. Et souvent même amène la femme à croire que je suis la chose de mon mari, effectivement. Et lorsque elle se rend compte qu'il y a problème, la plupart du temps, elles le savent. Elles ont envie de partir. Ou carrément, l'homme lui dit, si ce n'est pas moi, ce n'est personne. Et cela peut amener au meurtre? Oui, cela peut amener au meurtre. Et très souvent, comme il a dit tout à l'heure, l'infidélité est caractérisée dans une vie de couple. Tout à l'heure, j'étais en train de titiller dans les couloirs tout à l'heure, où un homme se présente et dit « Ma femme est dans l'infidélité et je le sais, elle le sait, je veux que vous m'aidez à la sortie de là pour que je la récupère. » Et la femme le reconnaît. Et l'homme, ne sachant pas ne sachant pas maîtriser ses émotions, peut arriver à un féminicide. Ou carrément,
cet homme, comme Sylvia Apata l'a dit tout à l'heure, depuis le cocon familial, on lui a rappelé qu'il n'était rien, qu'il ne vaut rien, qu'il n'apporte rien. Lorsqu'à un certain moment, la femme se rend compte, ou la femme commence à avoir un comportement qui ne s'y est pas, il a l'impression qu'effectivement, il n'est plus rien. De toutes les façons, si je ne suis plus rien, il n'y a plus rien à perdre. Et quand il n'y a plus rien à perdre, je peux faire ce que j'ai envie de faire. Mourir ou aller en prison n'est plus un problème pour moi. Et il y a des hommes, lorsque, par exemple, il voit sa femme en train de partir, pour lui, ce n'est pas possible. Il vaut mieux mourir que de se retrouver dans ce genre d'échec. Vaut mieux mourir que de se retrouver dans ce genre d'échec. Kofi Socrate, quel est votre regard? Justement, vous avez peut-être au niveau du ministère... on va laisser tomber les statistiques, les données. Pour l'instant, ce n'est pas cela. Mais est-ce que vous avez des éléments qui vous permettent d'apprécier ou de réfléchir sur quelles sont les causes des féminicides de façon à anticiper? Qu'est-ce qui ressort justement de vos analyses, de vos recherches ou de vos enquêtes ou études? Bien sûr. Naturellement, vous voyez, au niveau du programme national de lutte contre les violences basées sur le genre, de la directrice coordonnatrice au dernier élément de la chaîne, nous sommes tous des agents qui écoutent, qui règlent ces cas-là aussi au quotidien. En même temps que nous réfléchissons à pouvoir définir la politique, les stratégies et tout ça, ça veut dire quoi? Nous sommes en même temps stratégiques, mais en même temps aussi opérationnels. Alors, de tout ce qui ressort, c'est quoi? C'est le déséquilibre de pouvoir entre l'homme et la femme, qui depuis toujours a été. Quand vous discutiez tout à l'heure, on parlait de l'absence même des femmes dans certaines instances de décision. Décision, oui. Vous voyez. Et déjà, certaines normes partent de là. Si elles sont là, qui mieux que les femmes elles-mêmes pourront se défendre? Qui mieux qu'elles? À côté de cela, on a aussi, aujourd'hui, il y a quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est les divorces. Les familles monoparentales. Les mères qui sont souvent seules à élever leurs enfants. Ou les pères qui sont souvent seuls à élever leurs enfants. Des enfants souvent qui sont élevés aussi dans un environnement de violence. Vous savez, comme quelqu'un l'a dit, l'enfant c'est comme une feuille blanche sur laquelle l'on peut tout marquer. C'est-à-dire quoi? Si je mets ici Eliane, né-le, ça devient un extrait de naissance. Sur la même feuille blanche, si je mets marié-le, ça devient un extrait de mariage. Donc l'enfant va copier, il va mimer. C'est l'effet de mimétisme. Et il va répéter cela. À côté de cela, on a le silence coupable de la société, qui tolère ou bien qui garde le silence sur certains faits. Aujourd'hui, certains me disent ça, c'est pas mon affaire. C'est leur affaire. C'est-à-dire que la société est devenue individuelle. Voilà. Et ça aussi, c'est... Et puis l'autre côté, c'est la méconnaissance des mécanismes d'accompagnement, des mécanismes de soutien. Vous voyez, on dira peut-être que les gens ne vulgarisent pas, l'État ne vulgarise pas. C'est votre responsabilité. Et justement, la société c'est à ça que je viens. C'est vous et l'État vulgarise. Oui. L'État prend des lois, l'État vulgarise. Oui. Aujourd'hui, l'État allait plus loin. Quand l'État prenait la scolarisation obligatoire, qui était visé? C'était la scolarisation des jeunes filles. Oui. Pour qu'elles aient accès à l'information. Parce que quand tu n'as pas l'information, tu es toujours largué. Vous voyez. Et en plus d'avoir pris la loi sur la scolarisation obligatoire, à côté, on a développé un programme de lutte contre le mariage des enfants. Mariage précoce. Voilà. C'est le mariage précoce. C'est le mariage des enfants, on dit. Des enfants. Non, voilà. Des enfants, pour que tout le monde nous comprenne. D'accord. Oui. Donc vous voyez, c'est tellement de choses mises ensemble qui sont vraiment ces causes de cet irrespect des droits de l'homme, des violations graves des droits des femmes en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est vraiment la cartographie que vous faites par rapport à ce qui se passe. Sylvia Apata, je voudrais écouter... Oui, je veux revenir tout à l'heure sur les causes qui ont été données et par rapport à ce que Maman Bada a dit. Mais vous, quel est votre regard justement? Il y a ce qui a été dit vous-même. Justement. C'est que quand on explique, quand on dit pour des cas d'infidélité, les hommes, naturellement, ils partent jusqu'à tuer leurs femmes. Mais vous imaginez dans la société... Combien d'hommes trompent leurs femmes? Est-ce pour autant que ces femmes-là ont tué leur mari? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous faut déconstruire le rapport de domination. Et le fait qu'on ait enseigné aux hommes qu'au-delà d'être chef de la famille, on est chef de la femme.
Et donc, quand il se retrouve dans un ménage ou dans une relation et qu'il sent qu'il n'a pas le pouvoir sur cette dernière-là, alors il s'autorise à utiliser la violence. Et c'est justement ce message-là que nous essayons de déconstruire à travers les sensibilisations pour en arriver à l'éveil de conscience. Parce que tant que nous ne sommes pas arrivés à cet éveil de conscience, c'est comprendre qu'aujourd'hui, ce qui est arrivé à Talou, et avant elle, il y en a plusieurs qui sont tombés comme ça sur les coups. Nous n'allons pas continuer à compter nos morts. Et aujourd'hui, qui est responsable? La famille est responsable. L'entourage est responsable. Les responsables communautaires qui n'ont pas donné le langage qu'il fallait sont responsables. La société entière est responsable. Donc il faut que nous regardons la réalité en face et que nous prenions ensemble la décision que nous ne voulons plus cela jamais en Côte d'Ivoire. C'est un cri de cœur et je pense que tout à l'heure, vous pourrez faire vos propositions lorsque nous serons donc à l'axe 3. J5 Coulibaly, je voulais réagir. Alors, les causes et conséquences, oui. Oui, la première cause pour moi, ce sont les causes institutionnelles. Ce soir, je ne ferai vraiment pas de langue de bois. Cause institutionnelle. On est sans complaisance. Oui, sans complaisance. Cause institutionnelle parce que tout à l'heure, ils l'ont dit sur le plateau, il y a beaucoup de règlements à l'amiable. Il y a une superposition, une juxtaposition de systèmes traditionnels qui met le primat sur le collectif au détriment de l'individu. C'est la recherche de la cohésion sociale et au nom de la cohésion sociale, on privilégie les règlements à l'amiable. Contexte d'impunité sur ces questions de violence basée sur le genre, il y a beaucoup d'impunité. Mieux, vous allez remarquer, quand on entame une procédure judiciaire, on note des lenteurs dans les procédures judiciaires. Un dernier élément, c'est les faiblesses même dans les dispositifs de protection juridique. On a ce problème-là. Exemple. Un autre problème... Quand vous dites ça, vous pensez à quoi? Voilà. S'il vous plaît. C'est moi qui... Non, vous avez la possibilité. Vous n'êtes pas indexé. Vous représentez, moi je ne fais que faire mes analyses. Ce que je vous dis, c'est qu'on s'est retrouvé par exemple dans des cas précis oui, s'il vous plaît. Où le cas était pendant devant les juridictions et les autorités traditionnelles ont fait des délégations pour aller demander que le cas leur soit redonné pour règlement, pour la stabilité et la cohésion sociale au sein des communautés. Ce sont des cas qui sont légion. On ne va pas passer par d'autres chemins pour le dire. Un autre élément important, ce sont les facteurs socio-culturels. Tout le monde l'a reconnu ici. Notre modèle de socialisation est simple. C'est organiser le processus de régulation sociale ou sociétale autour de l'homme comme chef de famille. In fine, qu'est-ce que ça veut dire? On va organiser l'accès aux ressources autour de l'homme. Le contrôle des ressources autour de l'homme, l'accès aux opportunités autour de l'homme, même la participation dans les processus de prise de décision, c'est autour de l'homme. L'homme, c'est la domination, l'homme, c'est l'exercice de l'autorité, l'homme, c'est le leadership. Prenez un outil très simple, l'arbre de l'équilibre genre. Vous questionnez la répartition des tâches ménagères, déséquilibre entre l'homme et la femme. Le contrôle des biens, déséquilibre encore entre l'homme et la femme. Et quand vous regardez les dépenses, déséquilibre. Pour moi, la situation où la femme essaie de dire que je ne suis pas soumise, souvent l'insoumission renvoie ou débouche sur les nombreux cas de féminicide. Alors nous avons plusieurs questions. Merci de nous suivre partout en Côte d'Ivoire et à travers le monde. Alors, j'ai deux questions qui vont ensemble. Monsieur Daoud, Canada. Bonsoir, Canada. Je pense que le décalage horaire faisant, mais vous êtes debout. Merci de nous suivre. Comment se fait le suivi des enfants puisque le conjoint doit aller en prison? On a vu le cas de, malheureusement, Grace Tralou. Elle est partie. Son conjoint, pour l'instant, il est en soins, mais après, il va subir... en tout cas, il sera en détention. Le procès va suivre son cours. Alors, comment se fait le suivi des enfants puisque le conjoint doit aller en prison? Est-ce que les décisions se prennent avec les autres parents? Ça, c'est Daoud du Canada. Mais je vais enchaîner avec une seconde question. Cette question, je vais la poser à Kofi Socrate et Mme Apata. Et l'autre question, c'est... il dit ceci, Anazet de Côte d'Ivoire. Les actions de sensibilisation dans les communautés ont un impact sur les VBG, c'est ce qu'il dit. Pourquoi s'arrêter sur l'auteur et ne pas agir sur les complices passifs ou actifs? Il dit passif ou actif, l'entourage. Donc première question, s'il vous plaît, comment on gère ces enfants
qui, comme ceux de, malheureusement, les orphelins de Madame Grace Tralou, comment on les gère? Est-ce que des décisions sont prises les concernant avec les parents? Qu'est-ce que le ministère fait dans ce cas de figure? Ou bien les ONG, il n'y a pas que le ministère. Très bien, non, mais il faudrait qu'on puisse répondre déjà. Bien sûr, je vous pose la question. Parce que déjà, l'incident s'est déroulé le 8 septembre. Déjà le 9, sur instruction de Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le programme national de lutte contre les violences basées. Je rappelle quand même qu'elle a produit un communiqué pour vraiment, au-delà de présenter les condoléances, elle a dit plus jamais ça. Je vous redonne la parole. Justement. Alors, donc, elle a dépêché une équipe du programme qui allait s'enquérir de l'état de santé des autres membres de la famille. Madame Tralou a 2 enfants. Un en classe de CE1 6 ans et l'autre, le plus grand, 11 ans, en classe de 4e. Comprenez? Donc déjà, où est-ce qu'ils vont aller? Les 2 familles se sont concertées, mais ne trouvant pas de solution. Sur la garde des enfants, il fallait que le ministère de la Femme, Famille et Enfants vienne intervenir. La première chose que nous avons fait, nous avons dépêché un pédopsychologue pour déjà évaluer l'ampleur du traumatisme de ce que ces enfants-là ont vécu. Ces enfants ont appelé à l'aide. Ils ont été témoins du meurtre de leur mère. Donc, ils sont fortement traumatisés. Et à côté de cela aussi, nous sommes encore allés plus loin. La mère de la victime, que vous avez vu par exemple dans le reportage, toutes ces personnes qui subissent les effets collatéraux de ce meurtre-là doivent pouvoir être déjà prises en charge psychologiquement. Aujourd'hui, nous en sommes, parce que les 2 familles devaient se réunir incessamment pour nous donner une décision par rapport à l'avenir des enfants. Voilà. On ne va pas aller au-delà parce que c'est en cours. Et je pense que le ministère... aussi par la confidentialité. C'est en cours et le moment, je pense que le moment venu... C'est pour rassurer... Le ministère communiquera là-dessus. Le ministère est vraiment engagé, très engagé. Voilà. Merci, M. Kofi Socrate, pour cette réponse. La seconde question, je l'ai posée. Il disait, M. Anazet de Côte d'Ivoire, il parlait des actions de sensibilisation dans les communautés ont un impact sur les VBG. Pourquoi s'arrêter à l'auteur des crimes ou autres et ne pas également agir sur les complices passifs ou actifs? Donc les passifs, c'est les voisins, ceux qui n'ont pas réagi alors qu'il y avait violence. Est-ce qu'on peut se permettre, est-ce que c'est possible qu'on se saisisse de cette question? Bien sûr. Au niveau juridique, il faut dire que ça tombe sous le coup de non-assistance à personne en danger. Et non-assistance à personne en danger, justement, ça fait de nous, quand les dénonciations sont faites et qu'elles sont portées auprès des commissariats, des gendarmeries, de la justice, du procureur, justement, la sentence tombe. Mais il faut qu'on arrive à cet éveil de conscience-là. Et c'est un travail de longue haleine. Parce que nous sommes encore très attachés à nos coutumes, à nos traditions, ce qui fait qu'on veut toujours régler les problèmes à l'amiable. Et toujours dans cette veine-là, ça c'est une information que j'aimerais passer, parce que ce qu'il faut retenir, c'est qu'un père qui est allé jusqu'à tuer, c'est un criminel. Un criminel n'est pas un bon exemple pour les enfants. Et au niveau de la justice, il y a ce qu'on appelle la procédure de déchéance de la paternité. Parce que justement, il faut qu'on en arrive à des sanctions exemplaires pour que ce soit de nature à dissuader tous les potentiels criminels qui auront l'idée de pouvoir le faire. Et c'est une procédure qui est institutionnalisée. Oui, normale. Voilà, qui est normale. Il faut juste saisir le juge de tutelle et demander cette déchéance du droit de paternité. Qui peut la demander? C'est la famille de la victime. Si elle le veut. Si elle le veut. Madame, oui. Là, c'est purement juridique. Oui. Et moi, je parle humainement. Oui, humainement. Imaginez-vous, par exemple, qu'une dame porte plainte au commissariat contre son beau-frère parce que sa petite sœur est battue tout le temps. Oui. Parce que sa sœur n'arrive pas à le faire, elle le fait. Mais tout de suite, la famille dira que tu veux faire divorcer ta petite sœur. Et surtout, si elle n'est pas mariée, on dira comment, comme toi, tu ne veux pas te marier, voilà, tu te balades n'importe comment, ta petite soeur est mariée parce que son mari l'a frappée et tu portes plainte à la place de ta soeur. Ou souvent ta propre soeur te dira, mais c'est vrai, mon mari n'a fait que me frapper, est-ce que je t'ai demandé d'aller porter plainte contre lui? S'il va en prison, je fais comment avec mes enfants? Le problème aujourd'hui, une chose est d'être victime de féminicide, mais une chose est d'accepter aussi la violence conjugale. Et les femmes elles-mêmes. Le gros problème, il est là. C'est-à-dire, on parle des voisins, de ceux mêmes qui vivent avec nous. Mais les femmes elles-mêmes qui subissent cette violence, aujourd'hui qui pensent que quand mon mari me bat, c'est normal, il est fâché, et c'est normal, quand ton mari est fâché contre toi, il doit te battre. Alors,
Justin Coulibaly, c'est vrai que vous êtes peut-être sociologue, mais vous n'êtes pas dans l'esprit de ces femmes qui pensent qu'être battue, c'est normal, ou quand un homme ne bat pas une femme, c'est anormal, c'est qu'il ne l'aime pas. Comment, justement, on gère ces situations? Qu'est-ce qui peut se passer dans la société, justement, pour qu'on en arrive à ces comportements ou ces sentiments? Moi, à l'entame de mes propos, je vous ai dit que nous sommes dans un contexte social qui invisibilise même ces faits de violence, qui banalise et qui tolère ces faits de violence. Je le dis et je le réaffirme. Les causes du féminicide, je l'ai dit, socio-culturelles, institutionnelles et autres, mais un gros défi, ce sont les causes économiques, Eliane. Vous avez des femmes qui sont sous la tutelle de leurs hommes. C'est la dépendance des femmes vis-à-vis des hommes. Je ne parle pas de toutes les femmes. Il y a des femmes qui s'assument. Je parle de la majorité. Oui. Je parlerai de la pauvreté. Et tenez-vous bien, dans ce pays, vous avez une précarité foncière des femmes. Les femmes n'ont pas accès en quantité à la terre, en qualité à la terre, et elles n'ont pas la capacité de transmissibilité de ce bien. En termes statistiques, si je prends les données officielles du gouvernement, AFOR 2021, on est autour de 12% de femmes qui ont des certificats fonciers individuels en Côte d'Ivoire. Oui. Pour moi, si on veut inverser la courbe de la pauvreté, il faut qu'on permette aux femmes d'avoir un accès équitable aux ressources foncière, parce que c'est un actif économique qui confère le pouvoir à celui qui la détient. Donc pour moi, ça c'est un premier élément. Deuxième élément, les questions de santé mentale en Côte d'Ivoire pilule. Là, quand vous regardez, il y a une vraie problématique de santé mentale. Ceux qui le font, vous avez vu, j'ai des cas où ce sont même des enseignants. Ici, on a son profil, mais personne n'y échappe. Tous les secteurs. D'autres sont sous l'emprise de la drogue, d'autres sont sous l'emprise de l'alcool, mais d'autres vont prendre leur problématique dans la cellule familiale. Ils ont vu leur père battre leur mère ou leur sœur et ils reproduisent. Alors qu'on peut proposer une masculinité positive, et j'y reviendrai. Des questions sur la tablette. Deux questions que donc c'est de France, c'est Indra Ibrahim, bonsoir. Merci de nous suivre depuis la France. Alors, il dit ceci. Mais si la femme a été tuée par son mari, mais aucune plainte a été déposée, comment prendre cela en compte? Ça, c'est la première question. Je vais la poser à Kofi Socrate. Et la seconde, je vais enchaîner, si vous permettez. Alors, c'est Koné Bakary de Côte d'Ivoire qui nous dit ceci. Pourquoi ne pas obliger les partenaires à payer 50-50 les frais de mariage et supprimer la dot? Ça, c'est sa question. Parce que l'homme qui se voit seul en train de payer les frais de mariage et la dot pense qu'il fait un achat d'objets auprès de ses beaux-parents. Ça, c'est Koné Bakary de Côte d'Ivoire qui nous le dit. Je ne pense pas que cette question, c'est plutôt une contribution de sa part, que ça doit fasse l'objet d'un débat ici. Mais merci en tout cas, Koné Bakary, pour votre proposition. En tout cas, c'est votre appréciation du mariage et surtout de la dot. Alors, je reviens à ma question. Pourquoi? Comment on fait lorsque on sait qu'il y a quelqu'un qui a tué? Il n'y a pas de plainte, mais on a vu. Il y a des personnes... On fait quoi? Il faut faire la dénonciation auprès du procureur de la République. Et cette dénonciation-là, on n'a pas besoin d'être directement concerné par l'action pour porter l'information auprès des autorités judiciaires. Une fois que vous faites cela, bon, en plus de ça, les autres mécanismes qui sont mis en place permettent de traiter le cas. Qu'est-ce qu'on fait? Avant d'arriver même chez le procureur, qui est souvent dans une juridiction bien éloignée des populations, la première porte d'entrée, c'est laquelle? C'est les commissariats, les brigades de gendarmerie et même les centres sociaux. Il y a une formation justement au niveau. Vous travaillez avec, comme vous parlez de commissariat, est-ce qu'il y a une formation justement qui est faite dans ce sens aux officiers Absolument. Qui sont dans les commissariats. En fait, vous savez, c'est de la Côte d'Ivoire qu'on parle. C'est de la Côte d'Ivoire qu'on parle. Quand vous prenez l'OCDE qui vient dire féliciter la Côte d'Ivoire pour ses efforts, reconnaissez qu'on vient de loin et on vient de très loin. On ne peut pas changer du jour au lendemain certaines pratiques. Ça s'inscrit dans un processus. Donc nous sommes dans un processus. Vous savez, les habitudes ont la peau dure. Et j'en conviens. Les habitudes ont la peau dure. Mais aujourd'hui,
avec la conjugaison de ce que nous faisons. Aujourd'hui, on parle de masculinité positive. L'accent est mis sur les hommes pour qu'ils puissent aider les femmes dans ce qu'ils font. Vous comprenez? Aider les femmes à atteindre un certain niveau. Aujourd'hui, on a des lois qui nous parlent de quotas et tout ça. Mais, in fine, c'est pour arriver peut-être à la fin à la parité. Maintenant, pour revenir sur le mode de saisine, parce que c'était ça... Le mode de saisine, parce que pour le reste, on est d'accord qu'il y a beaucoup de l'officier lois de police qui ont été judiciaire prises. peut s'auto-saisir. Oui. Il peut s'auto-saisir. Ça veut dire que dès lors qu'il a connaissance d'une infraction, lui-même, il peut décider d'ouvrir une enquête. Et Mada disait quelque chose tout à l'heure. La sœur ne peut pas porter la plainte à la place de l'autre quand elle est mentalement apte et tout ça. Vous comprenez? Mais elle fait une dénonciation. Non, vous pouvez reprendre ce que vous avez dit? Alors, je disais que pour une personne adulte, la sœur d'une personne adulte ne peut pas porter plainte à sa place. Vous comprenez? Quand elle bénéficie de tout ce que elle doit avoir mentalement et tout ça, de tout, voilà. Donc, c'est elle-même. Mais ce que la sœur peut faire par contre, c'est la dénonciation. Et pour l'autre question que vous aviez posée, Sylvia a parlé de non-assistance à personne en danger. En personne en danger. Moi, j'irai plus loin. Vous parlez de ce qu'on appelle l'abstention coupable. Vous voyez, dès lors que vous avez connaissance d'une infraction, vous êtes censé prévenir, prévenir tout de suite, sans délai, le procureur pour qu'il en donne suite. J'espère que les uns et les autres, je sais qu'on nous suit un peu partout, j'espère que vous avez compris ce que Kofi Socrate a dit, parce qu'il y avait cette question qui vous était adressée, mais vous y avez répondu. Concernant l'accès, parce que Ghislain a dit quelque chose qui m'a... On vient de loin. Il a parlé de 12% des femmes selon... c'est vrai, mais on vient de loin. Aujourd'hui, les textes sont là. Les textes garantissent un libre accès, un accès équitable aux terres et tout ça. Mais à cause des comment on appelle, des pesanteurs socio-culturels, c'est aujourd'hui un peu difficile. Mais nous allons y arriver. Ce n'est pas du jour au lendemain. Nous sommes dans un processus. C'est pour ça, il a été au ministère de la Femme. Il a vu ce qu'était le ministère de la Femme au temps où il est. Et aujourd'hui, avec les efforts du gouvernement, avec l'engagement du président de la République, avec la détermination de Madame la ministre, regardez où nous en sommes. Il y a effectivement des avancées, on va dire, significatives en ce qui concerne justement cette question. Et nous sommes là justement pour renforcer, en tout cas contribuer à faire en sorte qu'on aille ensemble, et surtout au niveau du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, pour qu'on aille beaucoup plus loin. Je vais prendre une dernière question et nous allons passer à l'acte 3 de ce débat. Question qui vient de Kofi de Côte d'Ivoire. Bonsoir Kofi. Quel est le cas des femmes qui battent leurs hommes? C'est la vérité. Quel est le cas des femmes qui battent leurs hommes selon la loi? Donc, selon la loi, comment justement, quelle est la terminologie pour, sans doute pour les juristes et pour la société civile et pour peut-être vous également, au niveau du ministère, même si ce n'est pas votre sujet, comment on qualifie justement ces femmes ou ces hommes battus? Peut-on les condamner? C'est la question qui est posée. Est-ce qu'on peut les condamner? Comment on qualifie cela, justement? Condamner qui? Les femmes qui battent leurs hommes. Ah, d'accord. Bon, ça tombe déjà, du point de vue de la loi pénale, sont des infractions qui tombent sur la thématique de coups et blessures volontaires. Donc, quand on dit est victime de coups et blessures volontaires, ce n'est pas le sexe, ce n'est pas femme et homme. Une victime, ça peut être un homme contre une femme. Donc, la loi est impersonnelle et la loi, elle s'applique. Donc, du moment où la victime elle-même a saisi les autorités, bon, l'accompagnement se fait. Et puis, nous qui sommes organisation féministe, c'est vrai que nous sommes organisation féministe, nous travaillons beaucoup sur cette thématique de femmes. Mais quand il y a des hommes qui se présentent et qui font état de leur situation parce qu'ils sont victimes aussi du patriarcat, il faut le dire. Le patriarcat ne sait pas ce que les hommes les desserrent. Et c'est pour ça que nous devons nous unir avec la masculinité positive pour pouvoir indiquer ce phénomène-là. Alors quand ces cas se présentent, bon, nous faisons aussi l'accompagnement. Oui, allez-y, j'ai une question et on va passer à l'acte 3. Allez-y. Oui, il avait posé une question pour éclairer la lanterne des téléspectateurs. La dot en Côte d'Ivoire n'est pas interdite. Elle n'est pas reconnue, elle n'est pas interdite. En fait, c'était lui sa question, c'était une proposition qu'il fait, ce n'est même pas une question en réalité. Il estime qu'il faille 50-50, de façon à ce que ceux qui dotent les femmes ne pensent pas qu'ils achètent des objets. Oui, au moins il sait qu'elle n'est pas
En fait, la pratique de la dot, pour être un peu plus clair, la pratique de la dot était interdite. La dot, voilà, oui, jusqu'à 2018. Oui, mais la loi est interdite. Elle n'est pas interdite, c'est ça la raison. Parce que à l'origine, elle n'est pas permise. À l'origine, la dot qui était payée était un peu considérée comme un achat. La femme était devenue comme une acquisition. C'est ça. C'est ce que le téléspectateur... Il n'a pas tort. Voilà. C'est ce que le téléspectateur... Et pour terminer, je voulais rassurer tout le monde. Quand on fait nos études montrent bien qu'il y a des hommes dans ce pays qui sont victimes de violences basées sur le genre. Ah ouais. Et quand vous regardez dans les 6 types de VBG, les hommes sont beaucoup plus victimes de violences psychologiques et émotionnelles. Et ça touche leur estime de soi, ça touche leur confiance en soi. Est-ce que ça peut conduire à... Mais justement, ça crée de la grosse frustration. Et finalement, ça les expose au suicide. Et ils peuvent aller au féminicide. Et nous, ce que nous disons, c'est que nous sommes pris au piège de la société. Ouais. La société nous a appris à ne pas exprimer nos émotions, nous a appris à ne pas exprimer nos sentiments. Et finalement, on devient des monstres. On devient des monstres. J'ai juste une dernière question. On passe à l'axe 3. Donc, c'est juste une réponse. Pensez-vous que les réseaux sociaux aident réellement à visibiliser les cas de violence ou de féminicide ou tout simplement exposent les femmes et à la raillerie sur les réseaux sociaux? Quel est votre regard, rapidement? Quel est votre regard? On dira les deux. Sylvia Pata. Je m'inscris dans cet ordre-là. Et puis en même temps, je profite aussi pour dire qu'il y a une certaine apologie du féminicide et des violences faites aux femmes qui est constatée sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Et ça, justement, nous profitons de cette aubaine-là pour interpeller le procureur de la République à se saisir de ces cas-là. Parce que, justement, quand on est dans la justification, ça ne permet pas de dissuader et c'est comme si on était en train de faire la promotion de ce qui est malsain. Très bien. Je pense que le procureur agit... Je pense que il y a une forme d'efficacité, je m'arrête là. Mada Sangari, est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux... Personnellement, moi, je suis très active sur les réseaux sociaux avec des millions de followers. Effectivement, à un certain moment où les gens considèrent mon boulot comme... je réveille un peu trop la conscience des femmes, donc je... Vous dérangez? Oui, je dérange énormément. Voilà. Souvent même, on va écrire sur mon poste, par exemple, écoutez, là, elle va vous faire divorcer ici. Elle vous fait croire que vous ne devez pas accepter ça. Alors qu'elle, là, est-ce qu'elle est mariée même? Est-ce que celle-là même, c'est une femme même? Allez-y l'écouter. N'allez pas écouter vos mamans, hein. Allez-y écouter. Effectivement, ça existe. Parce que même aujourd'hui, lorsque tu essayes de réveiller la conscience des femmes, mais certaines communautés, certaines religions ou certaines personnes ont l'impression que tu incites les femmes au divorce. Et qu'est-ce que vous leur répondez? Moi, je n'ai pas à répondre à ces personnes, en fait. Parce qu'une personne qui est dans l'ignorance, c'est difficile de lui expliquer exactement les choses comme il faut. Quelqu'un qui est dans l'ignorance? Non, c'est difficile de lui expliquer les choses exactement comme il faut. Dis rapidement et on va à l'axe 3, s'il vous plaît. Mon propos, il est nuancé. Nous sommes à l'ère du numérique. Oui. On a le numérique comme levier d'émancipation et d'autonomisation des femmes. Ça, il faut être très clair là-dessus. C'est un levier d'émancipation et d'autonomisation. Toutefois, on constate une montée en puissance des cyber-violences, des violences en ligne, et finalement, on essaie de déconstruire la femme dans son rôle productif. Est-ce que, justement, vous dites que c'est un levier d'émancipation ou d'autonomisation. Est-ce que les réseaux sociaux doivent être le creuset de la violence? Elle n'est pas verbale, mais elle est écrite. Et il y a des personnes qui se sont donné la mort parce qu'elles ont été, on les a traitées de grosses, elles ont été exposées. Oui, alors, ça. Justement. Parce que Internet, c'est un exutoire. Les réseaux sociaux, c'est un exutoire. Donc, en fait, si quelqu'un a un déficit d'expression, il va sur le net pour déverser sa frustration. Et malheureusement, les femmes, elles prennent les pots cassés, les hommes également, c'est vrai. Mais ici, nous parlons de cas de féminicide. C'est pourquoi je mets l'accent sur les femmes. Elles sont victimes de violences en ligne. Et nous plaidons pour que dans la nouvelle stratégie nationale de lutte contre les VBG, ces catégories telles que le féminicide, les violences en ligne, soient intégrées dans le corpus de prévention de lutte contre les VBG. Une dernière question, mais elle est adressée à Mada, c'est elle qui va répondre. Après, nous passons à l'axe 3. Cher Jésus de Côte d'Ivoire dit ceci, ça vous adresse. Ne pensez-vous pas que l'influence des soi-disant coachs matrimonial, c'est selon, c'est une coach ou un, qui affluent sur les réseaux sont la cause principale du phénomène de féminicide croissant dans notre société?
Ça ne vous indexe pas, mais on parle pour tenir ma langue, une question d'éducation. Oui. Parce que, comme je le dis, par exemple, tout à l'heure, j'insistais pour dire que je suis une coach certifiée. Vous l'avez dit. Moi, j'ai été formée. Oui. Je suis supervisée. Oui. Et j'ai un mentor. Je suis experte dans mon domaine. Et dans mon domaine, je ne dis pas aux gens ce qu'ils doivent faire. J'amène les gens à réveiller leur conscience jusqu'à ce qu'eux-mêmes décident, voilà, d'aller vers le chemin dont ils ont besoin pour leur bien-être. Et bien évidemment, j'ai dit tout à l'heure, c'est une question d'ignorance. Lui, il ne sait pas exactement ce que c'est qu'un coach. Et si tu ne sais pas le travail de quelqu'un, bien évidemment, c'est normal que tu penses que peut-être certaines personnes se sont présentées sur notre forme, sur les réseaux sociaux, qui ont peut-être dérangé, mais le coach, c'est comme un infirmier, c'est comme un médecin, c'est comme un psychologue. C'est vrai qu'on ne soigne pas, mais c'est un métier noble et c'est un métier comme les autres. Et nous sommes des experts, nous payons des millions, nous allons à l'école pour comprendre ce que nous faisons, et c'est avec des outils que nous travaillons. C'est avec des outils que nous travaillons. Nous allons justement y arriver avec l'axe 3. Nous allons parler de stratégie pour lutter contre le féminicide. C'est un micro-trottoir qui est réalisé. Les ONG et les populations répondent donc à une question. Comment lutter contre le féminicide? Et nous retrouvons Siaka Kone. Il faut la sensibilisation. Il y a des femmes, par exemple, qui peuvent avoir le courage de fuir ces environnements, mais qui ne savent même pas comment le faire. C'est la sensibilisation qui va aider les femmes à prendre conscience des différentes limites à s'imposer à elles-mêmes et aux éléments qu'elles ne doivent plus accepter. Au-delà de la sensibilisation, il faut qu'on corse le système juridique. À ce niveau-là, nous demandons qu'une loi soit prise et qui stipule dans le code pénal que le féminicide est une situation aggravante. Mais il serait bien d'avoir un tribunal ou une juridiction spécialement dédiée aux questions de violence basées sur le genre. Et il faut que chaque citoyen, c'est ce qu'on appelle la citoyenneté. Il ne faut pas attendre seulement de l'État qui puisse tout faire. Il y a trop de choses à faire. Donc nous-mêmes en tant que citoyens, vu que quand ça nous touche, ça ne va pas toucher l'organe ou l'entité État, ça touche le citoyen. Aujourd'hui, on parle de Tralou. Tralou, ce n'est pas l'État. Donc, il faut que nous, en tant que citoyens, nous prenions conscience de notre rôle dans la société pour pouvoir agir. De sensibilisation dès le plus jeune âge. Notre association, par exemple, est souvent dans les universités, dans les collèges, dans les écoles primaires pour sensibiliser sur le terme du consentement, sur les termes également des droits de santé sexuelle reproductive. Et ça, c'est très important aujourd'hui que les jeunes soient éduqués pour que ça devienne des hommes et des femmes plus conscients aussi des violences. Ce qu'on préconise, c'est pouvoir insérer un indicateur sur le féminicide dans l'annuaire statistique parce que depuis quelques années, on a quand même beaucoup de cas de féminicide. Parce que tant qu'on ne connaît pas les données, on ne peut pas prendre des mesures adéquates pour pouvoir lutter efficacement contre cette infraction. Il faut renforcer la sensibilisation de sorte que les gens ne banalisent plus ces cas de violence. Dans cette sensibilisation, il faut associer les leaders religieux, il faut associer les leaders communautaires, de sorte que les gens puissent prendre conscience et que les gens puissent dénoncer, que les femmes puissent dénoncer, que les femmes aient le courage de dénoncer. Que les femmes aient le courage de dénoncer, sensibilisation. Alors, comment vous travaillez justement c'est vrai que vous avez parlé de sensibilisation, je vais me tourner vers M. Kofi Socrate, puisque c'est quand même le représentant donc, du ministère, donc c'est la tutelle. Comment vous travaillez justement? Est-ce que la sensibilisation que vous faites, vous avez l'impression qu'elle est suffisante pour justement que les gens comprennent qu'il faille arrêter de se comporter de la sorte pour éviter les féminicides ou toute autre violence? Elle sera suffisante lorsqu'on aura éradiqué les violences basées sur le genre, lorsqu'on aura éradiqué le féminicide. Comme je le dis, nous venons de loin, mais beaucoup de choses sont faites et dans le bon sens. Aujourd'hui, moi, je veux croire en l'Ivoirien nouveau. Je veux croire en l'homme qui se construit, en l'homme qui puisse respecter la femme, en l'homme qui puisse être avec la femme au coude à coude. Je veux croire à une Côte d'Ivoire où nous avons les mêmes chances. Et je crois en cette Côte d'Ivoire-là. Quand je dis on vient de loin, il y a quelques années, les femmes ne rentraient pas à l'école de gendarmerie. Aujourd'hui, elles rentrent à l'école de gendarmerie.
Il y a quelques années, à l'école préparatoire militaire, les jeunes filles n'étaient pas acceptées. Aujourd'hui, elles sont acceptées. Vous comprenez? Donc, il va falloir, aujourd'hui, on maintient les filles à l'école encore plus longtemps. L'école obligatoire de 6 jusqu'à 16 ans. Et on y veille. On a pris des lois pour réprimer le mariage des filles qui souvent étaient retirées même à l'école pour être données en mariage. Oui. C'est des efforts, je pense qu'au fur et à mesure, nous allons y arriver. Et aussi, aider les femmes à être présentes dans les instances de décision. C'est là que tout se joue. Il y a des lois qui ont été prises même dans ce sens au niveau du quota. Et on voit comme des femmes qui sont donc, va falloir sensibiliser présidentes d'institutions. Parce que, voilà. Alors, je voudrais donc demander à Sylvia Pata, on va faire un quasiment dernier tour de table, mais surtout de façon concrète. Qu'est-ce qui peut être fait au-delà de ce qui a été dit sur ce plateau, sensibilisation, formation, plaidoyer, mais de façon concrète pour toucher là où il faut, bien où ça fait mal. Merci, Yann. Donc, à la suite de Mme Lidegwe, de l'ONG Bloom qui fait un travail formidable que je salue au passage, de même que les associations sœurs comme Stop au Chat Noir et Live JCI, il faut vraiment que la question du financement de la lutte. Parce que jusqu'ici, quand on vous dit aujourd'hui, nous, société civile, nous sommes épuisés. Il y a beaucoup d'entités comme ça qui sont épuisées. Mais c'est parce qu'au niveau du budget, c'est un SOS, c'est vraiment un plaidoyer que nous faisons au niveau du gouvernement, que les moyens soient encore renforcés, les moyens financiers pour Vous êtes accompagné quelque part? Oui, on est accompagné avec certains bailleurs de fonds qui parfois ne sont pas nationaux. Mais étant donné que c'est un problème d'abord qui concerne la Côte d'Ivoire avant que ça ne concerne l'extérieur, il faudrait qu'au niveau national, on se sente soutenu, que ce soit les institutions elles-mêmes qui travaillent sur les thématiques, comme les organisations de la société civile. Vraiment, on a besoin de fonds pour travailler. Au-delà de ces fonds-là, il faut aussi que la question des féminicides, des violences faites aux femmes et aux filles soit compris comme un problème de santé publique. Alors, quand on a compris que c'est un problème de santé publique, aujourd'hui, vous voyez, au niveau du ministère de la Santé, nous saluons déjà les efforts qui ont été faits et nous exhortons aussi le ministère à se pencher sur la prise en charge des cas de violences, puisqu'il y a des conséquences au niveau médical. Et donc, aujourd'hui, vous voyez la facilité qu'on a, la gratuité des soins de paludisme, ça veut dire que c'est possible et qu'on fait cet SOS-là dans la couverture maladie universelle. Il faut que nous voyons comment nous intégrons toutes ces violences-là faites aux femmes sexuelles pour un accompagnement sanitaire. Merci Sylvia Pata. Coach de vie certifié. C'est ça. On peut aborder dans le même sens que Sylvia. Proposition. La sensibilisation, d'accord. Oui. La formation, d'accord. L'information, d'accord. Oui. Mais qu'on le veuille ou pas, pour qu'une personne arrive à un déclic, il faut un accompagnement sur mesure. Et l'accompagnement sur mesure, ça coûte cher. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, le psychologue, lui, c'est les soins. C'est quand le problème arrive que lui rentre en ligne des comptes. Mais avant, au moment où la personne a envie de sortir de la situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment accompagner cette personne? Aujourd'hui, nous sommes des coachs. Et moi, je proposais, par exemple, au ministère de la Femme, qu'on puisse nous associer aux psychologues pour accompagner ces personnes. Parce qu'une chose est de vouloir... Vous parlez bien des coachs certifiés. Des coachs certifiés, bien sûr. Il y a deux grandes associations en Côte d'Ivoire. L'Association des coachs professionnels de Côte d'Ivoire, très bien connue, nous sommes agréés. Et puis, il y a le réseau international des coachs éthiques, très bien agréé. Il faut qu'on puisse rentrer en contact avec nous pour qu'on puisse leur proposer un programme. Parce qu'une chose, par exemple, la sensibilisation, c'est un groupe. Mais souvent, il faut aller vers certaines personnes qui sont victimes de ces violences-là, ou bien qui viennent vers vous. Comme ces personnes ne peuvent pas payer des honoraires, on ne peut pas leur produire un package. Parce qu'en une fois, on l'écoute, il y a problème. Elle a envie de partir. Il m'est arrivé de travailler au ministère de la Femme, voilà, où à un certain moment, on demande par exemple la prise en charge. Mais ces femmes-là, c'est vrai, elles déclarent. Elles quittent la maison, elles partent, elles sont prises en charge. C'est au-delà de 3 nuits ou 4 nuits. Mais après ça, on les réinsère comment? Et puisque la famille n'en veut plus, puisqu'elle a décidé de partir, qu'est-ce qu'on fait? Il y a tout ce phénomène autour qu'il faut aider. Ghislain, proposition. Oui, sur les propositions, d'abord saluer l'engagement du gouvernement, féliciter tout le travail qui est fait, parce que, comme on l'a rappelé, aujourd'hui nous sommes champions d'Afrique, justement sur ces questions. Tout à fait. Et c'est à saluer. Et nous, c'est un plaidoyer que nous faisons pour aller vite. Nous souhaitons qu'on travaille véritablement sur les normes sociales. Parce que vous savez qu'on peut être champion d'Afrique en indexant le corpus normatif. C'est-à-dire, on regarde le cadre légal, il est bon,
Mais est-ce que les mentalités changent? Est-ce que les attitudes et les comportements Kofi Socrate changent? parlait de Ivoirien nouveau. Nous, c'est la question. Nous, ça. Oui, Ivoirien nouveau. Mais nous, on veut que ce soit dans les faits. Oui. Donc, les normes sociales qui tendent à dire toi, petit garçon, tais-toi, ne pleure pas, comment on change ça? Ça commence dans la cellule familiale. Et dans la cellule familiale, le modèle de socialisation doit changer. Ne soyons pas réactifs aux gens. Soyons dans une procédure transformatrice du genre. En faisant quoi? En transformant effectivement les normes sociales. Dernier point, la masculinité positive comme levier stratégique de lutte contre les féminicides. Il faut qu'on évite de faire croire aux hommes qui sont supérieurs aux femmes. Ce n'est pas vrai. Il faut qu'on évite de faire croire aux hommes qu'ils sont, je veux dire, dans une situation où la femme leur appartient, ils peuvent lui ôter la vie. Ce n'est pas vrai. Pour moi, il faut les éduquer au consentement, il faut les éduquer au respect, il faut les éduquer à la liberté d'expression et au respect de la dignité. Mesdames, Messieurs, on est pratiquement au terme de ce débat. Je vais vous demander à tous les quatre un mot, un dernier mot. Je vais commencer par Ghislain. Et en vous remerciant, vous-même et vous-même. Ghislain Coulibaly, merci. Le dernier mot à ceux qui nous regardent. Le dernier mot, un message. C'est comment on passe du patriarcat aux nouvelles formes de masculinité positive. C'est mon dernier mot. Mada Sangaré, merci. Pour moi, il faut développer la personnalité du jeune homme et de la jeune fille, de telle sorte que ce soit deux personnes très équilibrées, afin de pouvoir mieux orienter le choix d'un partenaire. Merci, Madame Sangaré. Je rappelle que vous êtes coach de vie certifié. Sylvie Apata, vous êtes votre mot de fin. À la suite de Ghislain et de Madame Sangaré, il faut arriver à l'éveil de conscience. Il faut que la femme comprenne qu'elle est un être à part entière et qu'elle n'existe pas pour l'homme et on ne doit pas la contraindre à penser elle doit se maintenir dans des foyers où, quand ça ne va pas, il faut passer. Merci, Sylvie Apata. Oui, Monsieur Kofi Socrate, votre mot de fin et vous rappellerez, s'il vous plaît, le numéro vert pour tous ceux qui regardent ce soir. D'accord, merci. Alors aujourd'hui, face à ces dérives, face à ces tragédies, nous devons laisser les émotions de côté pour faire place à notre détermination. Pour que plus jamais en Côte d'Ivoire, une autre femme meure sous les coups de son conjoint. Je voudrais dire aux Ivoiriens et rassurer les Ivoiriens que la tolérance zéro est en marche. Les femmes de Côte d'Ivoire sont protégées. Numéro vert. Numéro vert 1308. Appel gratuit 1308. 1308, appel gratuit. Merci, Monsieur Kofi Socrate. Je rappelle que vous êtes du ministère de la femme, la famille, femmes et enfants. Merci donc à votre ministre, Mme Nassili Batouré, d'avoir permis que vous soyez sur ce plateau pour nous partager votre expertise et votre savoir. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes que vous ne voyez pas, mais qui ont été ô combien pertinentes, efficaces et de qualité. Stop au féminicide. Et c'est un message envoyé à tous les candidats à toutes les élections et aux futurs décideurs. Mesdames, vous avez le droit de dire non à cette violence. Messieurs, les femmes ne sont pas vos sacs de boxe. Bonsoir et à très bientôt. Merci.